Bienvenue sur la chaîne Estime de Soi, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les épisodes prochains. Il m'est parfaitement inutile de savoir ce que je ne puis modifier. Paul Valéry. Qu'est-ce que le feedback? Littéralement, nourriture en retour, le feedback est un terme utilisé en psychologie pour désigner les informations sur nous-mêmes que nous obtenons de notre environnement. Il est effectivement une véritable nourriture, en ce sens qu'il enrichit et guide notre action. Le feedback permet d'ajuster peu à peu sa manière de penser et d'agir en fonction de ces informations. Il est capital en psychologie, mais aussi dans d'autres domaines, car tout phénomène complexe dans un environnement complexe ne peut atteindre son but que par le feedback. D'où son importance dans les corrections de trajectoire des vaisseaux spatiaux comme dans les existences humaines. Les obstacles à la bonne utilisation du feedback. Ces expériences ne lui servent pas. Il n'en tire aucun enseignement et surtout, il n'écoute rien de ce qu'on lui dit. De telles paroles peuvent concerner aussi bien les sujets à basse estime de soi, surtout avec les succès ou signes de reconnaissance, que les sujets à haute estime de soi avec les échecs. Les problèmes d'estime de soi peuvent en effet rendre aveugles et sourds au feedback. Avec ce paradoxe que plus on cherche à protéger ou à développer son estime de soi, moins on tolère le feedback sur nos actes ou sur notre personne. Les mécanismes qui perturbent la bonne utilisation du feedback sont, par exemple, la recherche impérieuse de réassurance ou de flatterie qui pousse à l'évitement des informations déplaisantes. On les fuira ou on les dissuadera. Chez ceux qui ont un pouvoir social, cela revient à punir les personnes qui oseront la critique ou simplement la sincérité. C'est la vieille technique des temps anciens où l'on exécutait les porteurs de mauvaises nouvelles. La tentation permanente de supposer que tout feedback est inexact. Nous avons déjà évoqué ce péché d'orgueil qui consiste à penser et à se dire « je me connais mieux que les autres ne me connaissent » ou bien « ils n'ont pas toutes les données du problème » ou encore, comme me l'affirmait sans sourciller un patient arrivé pourtant à de hautes responsabilités, « quoi qu'on me dise, je sais que je suis potentiellement mauvais et que j'ai raison de ne pas me faire confiance ». Cette certitude de l'autognose, connaissance de soi, est illusoire et dangereuse. La connaissance d'elle-même qu'ont les personnes ayant des problèmes d'estime de soi est toujours partielle, car trop contaminée par le désir de ne voir que ce qui les arrange, le positif pour les hautes estimes de soi et le négatif pour les basses estimes de soi. Dans la même lignée, la conviction que tout feedback ne peut être que douteux, qu'il soit positif, ils disent cela pour m'épargner, ou négatif, tous des jaloux, des aigris, des frustrés, et doit prioritairement s'expliquer non pas par la réalité de ce que nous avons fait ou montré, mais par les problèmes ou motivations personnelles de ceux et celles qui nous l'adressent. Car il est finalement plus confortable de remettre autrui en question que d'y procéder soi-même. Dans des cas extrêmes, comme celui de la maladie dépressive, dans laquelle l'estime de soi est gravement effondrée, on observe des attitudes plus perturbées encore envers le feedback. De manière spontanée, les patients déprimés préfèrent, comme tout le monde, recevoir des messages positifs plutôt que des messages négatifs. Mais si des proches leur font des critiques, alors se met en marche une étrange mécanique qui les pousse à ne plus rechercher de la part de ces personnes que de nouvelles informations à tonalité négative. Les explications à cette quête du négatif, une fois qu'elle a été amorcée, ne sont pas claires. Mais quoi qu'il en soit, attention au mauvais usage du feedback pour s'enfoncer lorsqu'on est malheureux ou déprimé. Consolation ou information, ce que nous préférons entendre. Il existe plusieurs familles d'informations contenues dans les messages de feedback. Celui-ci peut par exemple être plus ou moins positif ou négatif, mais aussi plus ou moins spécifique. Il concernera alors notre personne globale, tu as été très bien, tu n'as pas été très bon,
ou bien des dimensions précises de notre comportement. Tu as bien répondu aux questions. Tu ne regardais pas assez les gens dans les yeux. On considère que plus le feedback est global, plus il a un impact émotionnel important. Inversement, un feedback plus précis est plus facile à intégrer et à utiliser car plus digeste émotionnellement. Moralité, lorsque vous avez à commenter les performances d'un ami, plus celles-ci ont été médiocres, plus vous avez intérêt à être précis et ciblé dans vos critiques. Tout dépend aussi de ce que l'on recherche prioritairement. Le feedback positif est souvent agréable, mais le feedback négatif est toujours utile. Après une performance stressante, nous préférons d'abord avoir du positif sur ce qui était positif et seulement ensuite entendre le négatif. Intuitivement, nous sentons bien la nécessité du feedback négatif. Lorsqu'on fait des études sur les critères de choix de partenaires de passage ou durables, on montre que l'on a tendance à choisir des partenaires qui nous voient très positivement pour du passager et à préférer une vision modulée pour du durable. Les recherches montrent aussi que les sujets à bonne estime de soi tendent à chercher un feedback informatif. Comment j'étais ? Plutôt qu'un feedback positif. C'était bien. Ils recherchent plutôt une évaluation pour pouvoir progresser, alors que les sujets à mauvaise estime de soi recherchent une approbation. On t'aime quand même. Les réactions au feedback varient également selon les profils d'estime de soi. Après une situation menaçante pour leur ego, les sujets à bonne estime de soi se montrent moins aimables, se concentrant sur leurs soucis, tandis que les sujets à médiocre estime de soi redoublent de gentillesse, cherchant à ne pas perdre l'affection des autres alors qu'ils sont déjà en échec. De manière générale, les travaux existants permettent de montrer que le feedback des autres est un bon régulateur des excès éventuels dans la tendance à se valoriser et à boursoufler son estime de soi. C'est sans doute une des fonctions primitives du feedback dans les groupes sociaux. Réguler les comportements excessifs, mettant en danger les équilibres relationnels naturels. Notons enfin tout l'intérêt qu'il peut y avoir à recevoir du feedback de la part de gens que nous connaissons peu, puisqu'il semble que le meilleur feedback, le plus précis, le plus sincère, nous soit souvent donné par des personnes qui ne sont pas trop proches de nous. Comment tirer le meilleur avantage du feedback dans la vie quotidienne ? C'est simple, en le considérant comme une chance et non comme une menace. Même et surtout lorsqu'il est désagréable à entendre. Voici les 4 grandes règles pour un usage optimal du feedback au quotidien. 1. L'écouter. En général, nous l'interrompons trop vite pour le corriger, car comme il touche un sujet très sensible, nous avons du mal à prêter une écoute sereine et attentive. Lorsqu'on observe des échanges spontanés autour du feedback sur une performance, il est fréquent de voir que celui qui le reçoit l'interrompt presque toujours avant la fin pour se justifier ou se défendre ou manifester son désaccord. Le feedback positif peut aussi nous mettre mal à l'aise par sa valeur affective. Comme on ressent de la gêne avec les compliments, on tente d'écourter ou de minimiser, du moins pour les personnes à basse estime de soi. 2. Le solliciter aussi souvent que possible. Parfois, il existe une gêne à le faire. Je ne veux pas donner l'impression de trop m'intéresser à moi. Mais c'est un gaspillage d'informations regrettable. Il faut s'efforcer, après toute situation qui représente un enjeu pour notre estime de soi, d'aller trouver quelques personnes de confiance qui ont assisté aux moments importants et de leur poser la question. Je ne sais pas si je m'en suis bien ou mal sorti, ce n'est pas facile d'avoir du recul. Comme je veux progresser, votre avis m'intéresse. Pouvez-vous me dire ce qui, selon vous, allait bien et ce que je devrais améliorer ? 3. Ne pas le rejeter, même s'il nous paraît inadapté. Il est rare qu'un feedback soit à 100% erroné ou inutilisable. Il contient, presque toujours, quelque chose de vrai. De plus, il nous informe au moins sur la manière dont on nous voit, même si cette dernière nous hérisse ou nous attriste. En effet, les travaux conduits à ce propos montrent que,
moins une personne vous connaît, plus elle a tendance à tirer des conclusions de ce que vous êtes à partir de l'observation de vos actes. Et c'est l'inverse chez les personnes qui nous connaissent bien, qui tempèrent l'observation de ce que nous faisons par leur connaissance de notre personnalité globale. Ces informations venant de personnes qui nous connaissent peu sont précieuses, ne serait-ce que parce qu'elles nous donnent l'occasion de rectifier éventuellement notre image. C'est pourquoi, lors de nos thérapies de groupe d'affirmation de soi, où nous travaillons beaucoup sur la réception des critiques, que l'on peut nommer feedback négatif, nous encourageons nos patients de toujours remercier leurs critiqueurs, non pas forcément de ce qu'ils ont dit, mais d'avoir pris la peine de nous le dire. 4. Ne jamais punir quelqu'un de nous avoir donné son avis sur nous. En boudant ensuite, en nous énervant, en nous effondrant en larmes. Mais cela, c'est plus difficile à contrôler. Nous trouver privés des messages si précieux du feedback à cause de notre susceptibilité ou de notre fragilité serait une grande perte. On peut par contre demander plus de précision, s'il est imprécis, ou plus de douceur, s'il est musclé. Faut-il donner du feedback aux autres? S'ils le sollicitent, oui. Sinon, prudence. Première règle, commencez par ce qui allait bien dans la prestation. On sous-estime toujours la vulnérabilité émotionnelle au feedback des personnes qui viennent d'agir, avant d'aborder ce qui était moins bien. Seconde règle, si possible, présentez ce dernier point comme étant à améliorer plutôt qu'à supprimer. Une dernière remarque sur la question de la sincérité. Dans nos groupes de thérapie, les patients préfèrent toujours le feedback sincère. Nous avons eu un jour en thérapie comme patient un jeune beurre de banlieue, ce qui est rare, car ils ne viennent pas souvent en thérapie qu'ils perçoivent comme un truc de nana. Gentil, mais un peu incontrôlable dans ses propos. Très franc, il disait toujours ce qu'il pensait à propos des performances des autres. Au début, mes co-thérapeutes et moi-même étions assez ennuyés et un peu inquiets, car nous avions peur pour les autres patients tout de même fragiles. Mais peu à peu, nous nous aperçûmes que, dès que les autres patients du groupe dont il faisait partie avaient besoin de feedback, ils se tournaient plutôt vers lui que vers nous. Ils lui faisaient confiance, et ils avaient compris que ces informations étaient fiables et de grande utilité pour leurs efforts de changement, alors que le feedback trop gentil, par souci de ne pas les faire souffrir, les aidait finalement moins, même s'il leur permettait de quitter la séance en meilleur état émotionnel. Certes, cette situation était particulière. D'une part, ce jeune patient était par ailleurs très gentil, et pas seulement critique, et d'autre part, les patients savaient qu'ils étaient là pour ça, recevoir du feedback. Et ce feedback était attendu, commenté et utilisé pour être transformé ensuite en conseils pratiques et concrets de changement. Mais la leçon fut bonne. Depuis, nous encourageons clairement tous nos patients à délivrer et à accepter un feedback aussi sincère que possible. Le feedback, c'est la vie. Tous les processus biologiques qui règlent la marche de notre corps sont basés sur le feedback. Mécanismes de régulation de la vie hormonale ou de la pression sanguine, de l'immunité, fonctionnement de nos différentes zones cérébrales. Comment pourrait-il en être autrement pour l'estime de soi? Ce jugement que nous portons en permanence sur nous-mêmes ne peut se nourrir que de notre subjectivité. Le risque d'erreur serait trop grand. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe lorsqu'on se prive du feedback. On s'enferme en soi-même, dans l'illusion de l'autosuffisance de notre regard et de nos intuitions. Le résultat ne se fait pas attendre alors. L'estime de soi part artificiellement en vrille, vers le bas ou vers le haut. Sans retour d'information de la part de son entourage, on s'illusionne de grandeur ou on se convainc de sa petitesse. Aveuglément, donc faussement, de manière disproportionnée par rapport à nos qualités et à nos compétences réelles. Le feedback est toujours une aubaine en matière d'information et de changement personnel. Ne la laissons pas passer. Je suis sincère lorsque je chante ainsi les éloges du feedback. À mes yeux,
Il est véritablement un des outils les plus puissants qui soient pour nous aider à progresser et à grandir. Il n'a pour moi qu'un seul défaut, qui ne lui est d'ailleurs pas inhérent et tient plutôt à nous, son nom barbare et exotique. Qui inventera enfin un terme français parlant et élégant? Feedback et liberté. Écoutez le feedback, dites-vous. Mais vous nous expliquez aussi, un peu plus haut dans ce livre, qu'il ne faut pas porter une attention excessive au regard et au jugement d'autrui. N'est-ce pas contradictoire? Pourrait remarquer le lecteur attentif. Pas du tout, répondrait alors l'auteur qui, en bon psychiatre, n'est pas du tout gêné par ce qui peut apparaître contradictoire. La vie psychique est toujours faite de contradictions apparentes. Le feedback consiste à écouter lucidement et consciemment ce que l'on dit et pense de nous. Il se différencie en cela clairement de toutes les influences sociales plus ou moins inconscientes, qui nous dictent certaines de nos peurs, ne pas déplaire, et certaines de nos conduites, être et faire comme tout le monde. Faire un bon usage du feedback, c'est ne plus avoir peur de déplaire, mais en sachant écouter et comprendre pourquoi nous déplaisons. C'est oser être différent en sachant écouter et comprendre ce que cette différence inspire aux autres. Être ouvert au feedback, c'est écouter et non obéir. C'est faire le tri et non tout avaler sans regarder. Mais c'est aussi être prêt à se réjouir et à se servir intelligemment de ces informations que l'on nous offre, ou que nous sollicitons parfois, à nous les approprier, à les faire nôtres. Ce nécessaire mouvement est lumineusement décrit dans un des plus anciens éloges du feedback que je connaisse, rédigé par Montaigne dans ses essais. Nous prenons en garde les opinions et le savoir d'autrui, et puis c'est tout. Il faut les faire nôtres. Nous ressemblons à celui qui, ayant besoin de feu, en irait quérir chez son voisin et, y en ayant trouvé un beau et grand, s'arrêterait là à se chauffer, sans plus se souvenir d'en rapporter chez soi. Que nous sert-il d'avoir la panse pleine de viande, si elle ne se digère, si elle ne se transforme en nous, si elle ne nous augmente et fortifie? Alors, bon appétit de feedback et bonne digestion.